Salut, c'est Xondor. Qu'est-ce qui fait un super-héros? Est-ce que c'est son costume? Ses pouvoirs? Sa personnalité? Et si ce n'était rien de tout ça? Mais tout ça en même temps. Bienvenue dans Spider-Mania. Ceci n'est pas une vidéo pour parler du film Spider-Man No Way Home. Bien que j'ai apprécié voir le film au cinéma, j'ai apprécié revoir certains personnages dans ce film. Ce film d'un vide scénaristique. Bref. Non, aujourd'hui on va parler de Spider-Man dans les comics. Dans les intégrales Spider-Man de Panini. En particulier de l'année 1962-63 à 1966. Ce qui est la période de Steve Ditko et les débuts de John Romita Sr. Je suppose que tu sais qui est Spider-Man. Peter Parker, un jeune lycéen qui va au lycée Midtown. Il se fait piquer par une araignée radioactive qui lui fournit certains pouvoirs, dont le pouvoir de pouvoir adhérer au mur, également une force surhumaine, et également doté d'un sixième sens araignée qui l'alerte en cas de danger. À la mort de son oncle Ben, le jeune lycéen Peter Parker décide que, comme il est doté de grands pouvoirs, ça implique de grandes responsabilités. Enfin bref, tout ça c'est déjà dit dans les films de Sam Raimi, mais également dans les films de Mark Webb, The Amazing Spider-Man, ce qui n'est pas le cas dans le Spider-Man joué par Tom Holland dans le MCU. Ah bah non, c'est tellement mieux de faire un Young Iron Boy. Alors je m'en fous qu'à la fin de Spider-Man No Way Home, il endosse ses responsabilités. Les origines de ce personnage, dans le MCU, c'est pas Spider-Man pour moi. Créé en août 1962 dans le magazine Amazing Fantasy XV par Stan Lee et Steve Ditko, pour finalement avoir droit à son propre titre en mars 1963 dans The Amazing Spider-Man 1. D'ailleurs, je tiens à souligner que pour son époque, Spider-Man était le premier anti-héros. Je veux dire par là que c'était le premier super-héros adolescent qui avait droit à son propre titre. C'était pas un sidekick comme Robin et Batman, comme Wonder Girl et Wonder Woman, ou Speedy et Green Arrow, ou même Kid Flash avec Flash. Non. Spider-Man, c'était le propre super-héros adolescent dans son propre titre. C'est une révolution à l'époque. Grâce au coup de crayon de Steve Ditko, imagination de Stan Lee, la mythologie du personnage de Spider-Man fut créée. Bien que des années plus tard, de nombreux scénaristes et dessinateurs se sont fait connaître grâce à Spider-Man. Je pense notamment à Brian Michael Bendis et Mark Bagley pour leur Ultimate Spider-Man, ou Todd McFarlane, ou John Romita Jr., ou James Straczynski, ou Dan Slott et Humberto Ramos, etc. Et j'en oublie certainement d'autres. Bref, tous ces artistes ont contribué à la mythologie de l'homme araignée. Mais les dessins de Steve Ditko sont la pierre fondatrice de cet univers arachnéen. Bon, ce n'est pas le meilleur dessinateur, mais il a marqué son empreinte artistique sur ce personnage jusqu'à aujourd'hui. Steve Ditko, avec la collaboration de Stan Lee bien sûr, créèrent des antagonistes emblématiques de l'homme araignée. Les exécuteurs, composés de Fonzie Dan, Montana et Ox. Les Sinister Six, composés du Vautour, l'Homme Sable, Kraven le Chasseur, Mysterio, Electro, et bien sûr, le chef de cette joyeuse bande, le docteur Otto Octavius, dit Docteur Octopus. Docteur Octopus, ou Doc Ock, est certainement l'un de mes vilains préférés, car c'est le premier des vilains à avoir fait subir une défaite à Spider-Man, et à le démasquer. Je pense que c'est d'ailleurs pour cette raison que des années plus tard, Dan Slott et Humberto Ramos se sont servis du Doc Ock pour créer l'une des meilleures périodes de Spider-Man. Une période supérieure, si on peut le dire, en créant Superior Spider-Man. En tout cas, je préfère largement le Doc Ock au Bouffon Vert. Oui, je sais, le Bouffon Vert, alias Norman Osborn, vilain emblématique de Spider-Man, et même de l'univers Marvel en général, dans le Dark Reign. Norman Osborn, l'antagoniste principal de Ultimate Spider-Man de Brian Michael Bendis. Bref, oui, je sais, je ne minimise pas le danger et le potentiel de ce super vilain. Cependant, je me fie à ma première impression. Et bordel, regardez-moi cette dégaine. Non mais sans déconner. C'est un guignol déguisé pour Halloween, avec un balai à réaction. On dirait un cosplay foireux du générique de ma sorcière bien-aimée. Heureusement, quelques numéros suivants, il délaissera son balai à réaction pour arborer son planeur bien connu. En tout cas, une chose établie par Stan Lee et Steve Ditko a perduré sur ce personnage jusqu'à aujourd'hui. Bien que l'identité secrète du Bouffon Vert n'était pas clairement définie à l'époque, le Bouffon Vert est un être qui cherche constamment le pouvoir. Il y a également des vilains tels que le Caméléon, qui est proche de Kraven le Chasseur. On découvrira des années plus tard qu'ils étaient en fait demi-frères. Il y a aussi le Scorpion, un personnage créé par J.J. Jonah Jameson,
qui malheureusement échappera à son contrôle, semant la destruction dans les locaux du Daily Bugle, où l'on se vengeait de Spider-Man et de Jameson. Mais, que serait le personnage de Spider-Man sans les histoires romantiques de son alter ego, Peter Parker? Bon, la plupart d'entre vous le savent. Peter Parker finira par se marier avec la jolie rousse Mary Jane Watson. Les plus fans d'entre vous savent aussi qu'avant de passer la bague au doigt à la jolie rouquine, Peter Parker était passé par la case Gwen Stacy, la jolie blonde, avant que... En revanche, peu d'entre vous doivent savoir qu'avant toutes ces ravissantes femmes, Peter Parker a une relation très sérieuse avec Betty Brant, la secrétaire de Jonah Jameson du Daily Bugle. Une relation qui devait faire écho à un couple de journalistes très connus dans le monde des comics, de la distinguée concurrence. Je parle bien sûr de Lois Lane et Clark Kent. La relation de Betty Brant et Peter Parker, on a pu l'apercevoir entre autres dans le film très controversé Spider-Man 3. Vos prises de vue sont géniales. Un de ces quatre, c'est vous que je vais prendre. Oh, Peter Parker. Peter. Mais malheureusement, cette relation fut de courte durée, car le fait d'être Spider-Man et ne pas pouvoir révéler son identité secrète crée un fossé entre eux. Betty, ayant perdu son frère et tenant Spider-Man pour responsable, plus le fait qu'un certain Ned Leeds tourne également autour de Betty, qu'il finira d'ailleurs par épouser. Après 4 ans sur le titre, Dicto quitta Marvel. Lui et Lee ne furent pas en très bons termes pendant quelques temps, pour des raisons inconnues. Bien que l'on ne sache pas les détails de la séparation de Dicto et Stan Lee, on sait que cela concernait l'orientation du personnage de Spider-Man, Peter Parker. Alors que Dicto voulait mettre plus Spider-Man en avant, quitte à délaisser le personnage de Peter Parker, Stan Lee au contraire voulait mettre plus en avant le côté humain de Peter. Le personnage, Peter Parker, de Dicto, est un solitaire. Il n'a pas vraiment d'amis, à part Betty Brant ou Tante May. Tante May qui tente désespérément de faire rencontrer son neveu à la nièce de sa voisine, Anna Watson, la belle Mary Jane Watson. La belle Mary Jane Watson apparaîtra en juin 1965, dans Amazing Spider-Man 25. Mais on aperçoit que sa silhouette, son visage et ses cheveux étant cachés par un pot de fleurs, ni Stan Lee ni Dicto ne sachant comment la décrire. On sait juste que l'apparition de ce personnage dans la maison de Tante May rend jalouse les deux rivales Betty Brant et Lisa Lane. Pour revenir au personnage de Peter, décrit par Dicto, ce personnage est un peu à l'image du Peter Parker joué par Andrew Garfield au cinéma, dans les deux films Amazing Spider-Man. Dicto souhaitait que Peter reste un personnage sombre et solitaire, un détail que l'on ressent dès 1966, lorsque John Romita Sr. remplace Steve Dicto au dessin. Cela se ressent dans les dessins, mais également dans l'entourage de Peter. Celui-ci vient à peine d'entrer à l'université, alors que Dicto avait décrit des personnages comme la belle Gwen Stacy ou Harry Osborn comme des principaux détracteurs du pauvre Peter, qui passe son temps à les snober. Romita rend la belle Gwen Stacy plus humaine et douce avec Peter. Harry Osborn se lie d'amitié avec Peter, et on découvre dans ce même épisode que le père d'Harry Osborn, Norman Osborn, est en fait le bouffon vert. En plus d'enjoliver la vie de Peter Parker, Romita nous fait l'immense honneur, en novembre 1966, dans le Amazing Spider-Man 42, de nous dévoiler le visage de la sublime Mary Jane Watson. Ah, le pauvre Peter ne sait plus où donner la tête. Entre la jolie Mary Jane Watson qu'il vient de rencontrer et la belle Gwen Stacy qui commence à peine à s'intéresser à lui, c'est d'ailleurs à cette période que Peter se fait plaisir et s'achète une mobilette. Cela permet à Peter d'avancer et d'oublier ses malheurs avec Betty Brant, qui est partie se consoler dans les bras de Ned Leeds. Et voilà, ainsi s'achève ma première vidéo de Spider-Mania sur la période Steve Dicto et les débuts de Romita Junior. Senior. Je ferai peut-être une vidéo consacrée au Spider-Man de John Romita Senior. Mais il faut que je le dise quelque chose. Alors j'aurais très bien pu aussi vous parler des personnages tels que J. Jonah Jameson, le directeur du Daily Bugle, ou de Flash Thompson, le footballeur du lycée, mais également de Lisa Lane, des personnages que, quand je les ai découverts à l'époque, j'ai trouvé vraiment inutiles. Mais en revisionnant les films de Sam Raimi et en relisant les intégrales, je me suis rendu compte que je me suis attaché à ces personnages. Je les trouve vraiment très humains. Parce que si Spider-Man il existait vraiment, est-ce que toi tu réagirais comme Peter Parker? Moi franchement, je serais plus comme Flash Thompson, tu vois. Et je pense que le personnage de J. Jonah Jameson, il y a beaucoup de Stan Lee dans ce personnage. Et Lisa Lane, franchement sur le dessin de Dicto, elle est bien foutue, hein. Non mais en dehors de ça, en dehors que Steve Dicto dessine bien les jeunes femmes, le fait que le personnage se sente attiré par Peter Parker, parce qu'elle sait qu'il cache un truc. Il y a un petit truc, tu vois. Parce que Lisa Lane, elle connaissait Peter avant qu'il soit Spider-Man. Donc elle sait qu'il y a un truc qui a changé. Mais elle n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je vous conseillerais de vous procurer ces intégrales et de les lire si c'est possible. Par contre, c'est pas la lecture que je conseillerais pour les nouveaux lecteurs de comics. Ça serait un coup à les faire fuir. Parce qu'il faut comprendre que ça date des années 60. Les dialogues, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Pour les nouveaux lecteurs qui souhaitent découvrir le personnage de Spider-Man, je vous conseillerais Ultimate Spider-Man de Brian Michael Bendis, mais également Spider-Man de Straczynski, pour pouvoir se familiariser avec le personnage.
Voilà, la vidéo est terminée. Alors si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Si elle vous a pas plu, n'oubliez pas de mettre un pouce rouge. Et n'oubliez pas de faire un commentaire, mais également de la partager. N'oubliez pas de faire un petit tour sur ma page Facebook, les vidéos de Xondor, il y aura un lien en description. Et voilà. Salut. Et n'oubliez pas. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.